C'est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Noyé dans l'obscurité et à des kilomètres sous l'eau, cet environnement extrême abrite des créatures et des phénomènes hors du commun. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Pas étonnant qu'elle soit si difficile à explorer. En raison des conditions particulièrement risquées, les gens ne peuvent pas découvrir cet endroit sans tout un équipement adapté. Mais que se passerait-il si on y lançait une boule d'acier ? Commençons par l'essentiel. Comment a-t-on découvert ce gouffre extrêmement profond dans l'océan ? Le HMS Challenger l'a repéré en 1875. Le navire disposait d'un équipement assez sophistiqué pour l'époque, mais il était loin d'être assez performant pour permettre l'exploration complète de la fosse. Quelques décennies plus tard, en 1951, un autre navire, le HMS Challenger 2, est revenu sur les lieux mieux préparé. Le navire était doté d'un échosondeur et a pu prendre des mesures précises de ce qui semblait être le point le plus profond de la surface de notre planète. Si l'on observe en 2D, on constate que la tranchée mesure en moyenne 2400 km de long et 69 km de large. Lorsqu'on l'observe d'en haut, elle ressemble à une cicatrice en forme de croissant. Rien d'extraordinaire jusqu'ici, non ? Eh bien, si on tendait un fil depuis la surface de l'océan jusqu'au point le plus profond de la fosse, on obtiendrait une longueur stupéfiante de 11 km. Si nous étions capables de déplacer physiquement le mont Everest, qui est la plus haute montagne de la Terre, pour recouvrir la fosse des Mariannes, cela ne serait toujours pas suffisant. Il manquerait encore environ 1,5 km. La fosse des Mariannes est tellement profonde qu'elle est presque entièrement plongée dans l'obscurité, car la lumière a du mal à atteindre des distances aussi extrêmes sous l'eau. La température n'est pas non plus très accueillante, quelques degrés seulement au-dessus du point de congélation. Mais la caractéristique la plus dangereuse de toutes est la pression de l'eau. Au point le plus profond de la tranchée, elle y est environ 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique standard. Très peu de personnes ont déjà tenté de descendre dans la fosse des Mariannes. En fait, la première tentative organisée a eu lieu il y a plus de 60 ans. Elle a été réalisée par Jacques Piccard et Don Walsh dans un submersible. Ils n'ont mis que 5 heures environ pour descendre et ont passé à peine 20 minutes au fond. Hélas, ils n'ont pas pu prendre de photos, jusqu'à ce que ces deux scientifiques parviennent à descendre. Les scientifiques pensaient qu'il n'y avait que peu ou pas de chances que la vie puisse exister là-dessous, étant donné les conditions, notamment la pression extrême. Mais alors qu'ils étaient au fond, le projecteur du submersible a repéré une créature. Et de fait, c'était une créature toute plate. Comme tu peux l'imaginer, les ressources sont très rares ici. Quel genre de créature peut bien habiter là en bas ? Et comment font-elles pour survivre, compte tenu de la rudesse de l'environnement ? Étonnamment, la faune et la flore de la fosse des Mariannes sont assez prolifiques. Certaines de ces créatures se nourrissent de substances chimiques pour survivre, comme le méthane ou le soufre, tandis que d'autres types de poissons s'alimentent de créatures marines plus faibles qu'eux dans la chaîne alimentaire. Les êtres vivants les plus communs que l'on trouve ici sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. Certains d'entre eux se sont adaptés en renforçant peu à peu leur coquille grâce à l'aluminium tiré de l'eau de mer. Des créatures plus petites, comme les microbes, ont évolué en absorbant des émanations chimiques émises lorsque l'eau de mer frappe les rochers sous-marins. Mais la star de la région en termes de faune et de flore, selon les scientifiques, c'est la limace de mer des Mariannes. Elle est petite, de 8 à 23 cm, translucide et dépourvue d'écailles, mais c'est le prédateur principal de la zone. Il n'est pas étonnant que certaines personnes aient commencé à croire que l'ancien mégalodon pourrait encore vivre ici. Tu te demandes peut-être ce qu'était un mégalodon. C'était le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En fait, le plus grand et le plus méchant requin qui ait jamais vécu. Les scientifiques pensent qu'il a disparu depuis un bon moment, et l'idée qu'il puisse encore se cacher dans la fosse des Mariannes n'est pas franchement argumentée. Le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Il aurait dû être bioluminescent ou évoluer pour avoir des yeux énormes. De plus, en raison de sa taille comparable à celle d'un bus scolaire, ce monstre des océans aurait eu besoin de beaucoup de nourriture. Les microbes et les petits escargots n'auraient pas fait l'affaire. Alors, si une bille d'acier était lâchée dans la fosse, quel serait son effet sur celle-ci ? La boule serait-elle assez solide pour supporter une telle pression ? Examinons les aspects scientifiques de la question.
Si nous supposons qu'il s'agit d'une grosse bille d'acier, la pression exercée au fond de la fosse ne serait pas suffisante pour l'affecter réellement et causer de vrais dégâts. Il lui faudrait cependant 12 bonnes minutes pour atteindre le fond de l'océan. Et la température alors ? Eh bien, il s'avère que la différence de température entre la surface et le fond de la fosse est assez impressionnante. Cela devrait donc faire rétrécir un peu la bille. Mais de nouveau, une fois que la bille serait remontée à la surface, elle retrouverait tout simplement son état normal. Cela dit, si elle devait rester coincée là, il faudrait répondre à une autre question intéressante. La corrosion l'affecterait-elle ? La corrosion de l'acier dépend fortement de la quantité d'oxygène dans l'eau. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau reste constante à des profondeurs supérieures à 5 km. Je vais t'épargner les calculs, mais il faudrait plus de 10 000 ans pour que notre bille d'acier rouille complètement sous la mer. Évidemment, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il nous faudrait à nous, les humains, pour pouvoir survivre à des profondeurs aussi extrêmes. Voyons ce qui a été utilisé dans le passé pour explorer ce lieu mystérieux. Une petite chose appelée mousse syntactique. Pourquoi ? Parce que c'est le seul matériau qui peut à la fois flotter et résister à la pression ambiante. Sans cette sorte de protection, nos poumons ne survivraient pas longtemps. De plus, la pression de l'eau enverrait du liquide dans nos bouches, remplaçant ainsi l'oxygène dont nous avons tant besoin par de l'eau. Enfin, il faudrait absolument être capable de revenir à la surface rapidement si les choses ne se passaient pas comme prévu. L'un des appareils qui a déjà effectué une plongée profonde ici était lesté avec des poids d'acier de 450 kg pour lui permettre de couler. Ces poids étaient reliés au navire par un type de fil spécial dont la durée de corrosion dans l'eau de mer était augmentée de 11 à 13 heures, au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu et qu'il devrait remonter à la surface en urgence. Étant donné les conditions difficiles qui règnent ici, le problème de l'approvisionnement en oxygène est également crucial. Tout véhicule souhaitant descendre dans la fosse des Mariannes devra envisager un dispositif permettant de recycler l'air afin de réduire la quantité d'oxygène à transporter. Et le dernier problème, mais non le moindre, serait l'électricité. Il n'y a évidemment pas de prise de courant en bas pour charger ton téléphone. Il faut donc que la batterie ait une autonomie suffisante pour assurer toutes les fonctions nécessaires. Communication, approvisionnement en oxygène, dispositif d'éclairage, etc. Mais aucun de ces problèmes ne semble plus être vraiment un défi, puisque depuis peu, il est possible de faire une excursion jusque dans la fosse des Mariannes. 3 chanceux ont participé à ce projet en 2020. Ils ont été immergés dans une sphère en titane de 9 cm d'épaisseur. Cela leur a permis de ne ressentir aucun changement de pression, ni aucun stress physiologique. Chacun des passagers a effectué un voyage individuel d'une durée estimée à environ 14 heures. La descente elle-même a duré plus de 4 heures. Une fois arrivés en bas, ils ont eu la chance d'observer certaines des créatures les plus extraordinaires de la planète. Et ensuite, il était temps d'entamer leur remontée de 4 heures vers la surface. Tu sais nager ? Bien, car tu vas voyager vers l'endroit le plus profond de l'océan Pacifique. Mets tes palmes. Le fond le plus abyssal de la fosse des Mariannes t'attend. Maintenant, entre dans l'eau. Vraiment, allez ! Très bien. 30 cm sous l'eau. C'est la profondeur à laquelle tu peux nager sans équipement, comme un masque par exemple. Hé, regarde, ce doit être des touristes. Ou bien des baleines. 3 mètres sous l'eau. C'est un peu plus profond que les piscines publiques ou les plages des États-Unis. Tu peux voir des poissons colorés et même du phytoplancton qui se nourrit des rayons du soleil. 8 mètres de profondeur. C'est à ce niveau que se trouvent les fondations de la ville flottante de Venise, en Italie. Ces bâtisseurs ont posé des colonnes à cette profondeur, sur lesquelles ils ont ensuite construit les maisons et les rues. 10 mètres sous l'eau. Tu commences à ressentir une forte pression. À la surface, tu te trouves sous la pression atmosphérique, 1 kg force par centimètre carré. Mais ici, à 10 mètres, cette pression est doublée. Toutes les poches d'air de ton corps, dont tes poumons ou tes oreilles par exemple, commencent à se comprimer à cause de cette pression, ce qui te met mal à l'aise. Mais ne t'inquiète pas, tes organes sont souples et élastiques. Tu peux continuer à descendre. 12 mètres sous l'eau. Oups, tu commences à manquer d'air. Une personne peut en moyenne retenir sa respiration pendant 30 à 90 secondes. L'impressionnant record actuel est de 24 minutes et 37 secondes. Bon, tu auras besoin d'un équipement de plongée pour continuer ta descente. Et voilà, tu prends de la bouteille, dis donc.
Les touristes plongent à cette profondeur pour observer les récifs et les coraux. Tu n'as pas besoin de compétences particulières pour cela, mais tu ne peux pas plonger plus profond sans formation ni permis. 14 mètres de profondeur. Fais attention, des requins nagent par ici à la recherche de nourriture. Parfois, les touristes descendent à cette profondeur dans une cage sécurisée pour voir ces bêtes de près. Il vaut mieux rester à l'écart de ces prédateurs et ne pas attirer leur attention. Assure-toi donc de ne pas porter de bijoux brillants. Les requins adorent ce genre de choses. 19 mètres sous l'eau. À cette profondeur, tu pourrais voir le laboratoire Aquarius Reef Base de Floride. Il s'agit d'un bâtiment entier avec des pièces pour explorer les fonds marins, le tout accessible par une trappe. 32 mètres de profondeur. Tu vois une étrange cloche suspendue à une chaîne. Les gens utilisaient cet objet pour plonger en eau profonde il y a environ 400 ans. Ils descendaient une cloche depuis un bateau au moyen de chaînes avec des plongeurs à l'intérieur. Il y avait assez d'air dans la cloche pour qu'ils puissent respirer. De cette façon, ils pouvaient explorer les navires naufragés et récupérer leurs trésors. 42 mètres. À cette profondeur, tu trouveras une ville entière engloutie dans le lac Qiandao en Chine. Tu peux encore y voir des rues, des maisons et des temples. 100 mètres. Waouh! Tu as failli percuter une énorme baleine bleue. Comment as-tu pu ne pas la voir? Ces animaux qui font la taille de 2 wagons de train plongent généralement à cette profondeur. Chut! Écoutons-les chanter quelques instants. C'est magnifique. Continuons. 200 mètres. C'est là qu'une grande partie de la vie océanique s'arrête. Les rayons du soleil pénètrent à peine plus bas. Au-dessous, il n'y a plus que des poissons très étranges comme cette baudroie que tu vois là. S'ils sont si bizarres d'aspect, c'est parce qu'ils ont dû s'adapter à la haute pression qui règne ici. 214 mètres sous l'eau. Après ça, tu ne verras plus un seul humain sans équipement de plongée. Cet homme détient le titre de l'homme le plus profond du monde, car il est le seul à avoir réussi à atteindre une telle profondeur. La pression de l'eau sur son corps à ce niveau était 20 fois supérieure à celle qu'on trouve à la surface. 300 mètres. C'était quoi ce bruit? Oh là, un sous-marin! C'est la profondeur maximale à laquelle ils peuvent descendre. Certains d'entre eux peuvent atteindre une vitesse de 42 km/h. Fait amusant, une autruche peut courir 2 fois plus vite, mais elle ne sait pas nager. 332 mètres. Tu peux dire au revoir à ce plongeur, tu n'en verras pas au-delà de ce point. Le record du monde a été établi dans la mer Rouge. Il n'a fallu que 12 minutes au plongeur pour atteindre cette profondeur. Mais il lui a fallu 15 heures pour revenir à la surface, afin d'éviter l'accident de décompression. Alors maintenant, tu enfiles ta combinaison de plongée profonde. Elle est complètement étanche et tu ne sentiras pas la pression incroyablement forte de l'eau sur ton corps. 443 mètres. Si tu mettais l'Empire State Building dans l'eau, son extrémité se trouverait ici. Et toute la moquette à l'intérieur serait mouillée. 700 mètres sous l'eau. La pression de l'eau ici est 70 fois plus élevée qu'à la surface. Les parties en plastique souple de ta combinaison ne peuvent pas résister à ce genre de pression. Mais une livraison d'urgence arrive. C'est un submersible de grande profondeur. Maintenant, tu peux continuer à descendre jusqu'au fond. 830 mètres. Ici, tu verrais la pointe du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Mais qui donc s'amuse à mettre tous ces immeubles dans l'eau? 1641 mètres. C'est la profondeur de l'un des lacs les plus anciens et les plus profonds du monde, le lac Baïkal. Sa superficie est légèrement supérieure à celle de la Belgique. 2450 mètres. C'est la profondeur record atteinte par la plateforme pétrolière Perdido dans le golfe du Mexique. Et sa partie supérieure émergée, composée de 3 ponts, est presque aussi haute que la Tour Eiffel. 3646 mètres. C'est la profondeur moyenne de l'océan Atlantique. Tu peux y voir un énorme tube aussi large que le cou d'une girafe. On dirait qu'il n'a pas de fin. Ce câble reliait l'Europe et l'Amérique du Nord et servait autrefois aux communications télégraphiques. 3750 mètres sous l'eau. Soudain, dans l'obscurité, tu aperçois la silhouette d'un navire. Pas possible, mais c'est le Titanic. La pression intense de l'eau écraserait complètement une personne à cette profondeur. Tu ne peux donc plonger jusqu'au Titanic que dans un sous-marin. 4000 mètres. C'est ici que s'arrête la mine la plus profonde au monde, la mine d'or de Mponeng en Afrique. Mais il existe encore des endroits plus profonds à visiter. Accélère. 6100 mètres. Ici, tu peux voir les débris les plus profondément engloutis d'un vieux navire. L'USS Johnston a coulé il y a plus de 70 ans.
tu peux encore clairement voir le numéro 557 sur sa proue. 8000 mètres. Ici, dans cette obscurité totale, tu trouveras le poisson le plus abyssal du monde, la limace de mer des Mariannes. Elle fait la longueur d'un chat domestique et a une peau presque transparente. Ses yeux sont peu développés pour la vision, car la lumière du soleil n'atteint jamais cette profondeur. 8850 mètres. Si tu prends le mont Everest, que tu le retournes et que tu le plantes dans la fosse des Mariannes, c'est exactement là que tu verrais sa pointe. Même s'il s'agit du point le plus haut de notre planète, il te reste encore un long chemin à faire jusqu'au fond. 10 900 mètres sous l'eau. Ici, dans le Challenger Deep, tu peux encore voir des créatures vivantes. Mais tu auras besoin d'un microscope pour cela. Les bactéries qui vivent ici se nourrissent de molécules organiques similaires au pétrole. Un peu plus profond. Félicitations, tu viens de toucher le fond. Tu te trouves à 11 000 mètres de profondeur. La pression ici est 1071 fois plus élevée qu'à la surface. Mais tu n'es pas la première personne à être venue ici. L'une des dernières expéditions au fond de la fosse des Mariannes a eu lieu en 2012. Un cinéaste américain y est descendu dans un sous-marin qu'il avait lui-même conçu. Mais la pression a cassé certains moteurs, il lui a donc été difficile de manœuvrer. Le sonar a lui aussi été endommagé et certaines des batteries se sont vidées. Il est resté dans le Challenger Deep pendant environ 3 heures et a pris de nombreuses photos et vidéos. Si tu regardes attentivement le fond lui-même, tu peux voir des bulles. C'est du dioxyde de carbone et du soufre liquide. Le dioxyde de carbone est liquide ici à cause de la pression extrême et de la température proche du point de congélation. Mais il y a encore de la vie ici, dans ces conditions plus que difficiles. Les 3 micro-organismes les plus courants sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. S'il y en a si peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture ici. Généralement, on trouve beaucoup de feuilles de palmier au fond de l'océan. Elles descendent de la surface jusqu'ici. Mais la fosse des Mariannes est à 200 km des îles les plus proches. Donc la seule nourriture qu'on trouve, c'est du vieux plancton et des écailles de poissons provenant des couches supérieures de l'océan. Mais ils doivent parcourir des milliers de mètres avant que les habitants des fonds marins puissent s'en nourrir. Tu voudrais aller encore plus profond à l'intérieur de la croûte terrestre ? Dans ce cas, tu devras dégainer ta foreuse géante et allumer tes moteurs à réaction. Si tu descends encore de 60 km à travers la croûte terrestre, tu trouveras sa limite. Tu es maintenant dans le manteau supérieur. C'est un océan de lave chaude profond de 2900 km. Tu devras le traverser à la nage pour atteindre le noyau externe, d'une profondeur de 2200 km. Ensuite, tu atteindras le noyau interne. Encore 1215 km et... Félicitations, tu es au centre de la Terre. Ça me gêne un peu de demander, mais comment on sort d'ici ? La fosse des Mariannes, dans l'ouest de l'océan Pacifique, est l'endroit le plus profond de notre planète. Si tu jettes une pierre dans l'eau, elle parcourra 11 000 mètres avant de toucher le fond. Mais contrairement à ton corps, la pierre traversera cette expérience sans subir de dommages. Après tout, l'immense pression qui augmente à mesure que l'on descend dans les profondeurs ne l'affecte pas. Mais alors, qu'arriverait-il à ton corps tout au fond de la fosse des Mariannes ? Mets tes palmes, nous allons plonger. Et retiens ton souffle. Tu te trouves à 1,5 mètre sous la surface. Et c'est encore assez agréable. Tu es habitué à cette profondeur, par exemple quand tu plonges dans une piscine ou à la plage quand tu vas regarder tous ces poissons exotiques qui nagent près du fond. Mais tu veux vraiment atteindre le point le plus profond de la fosse des Mariannes, le Challenger Deep. Alors tu continues. 10 mètres, c'est là que tu commences à ressentir un certain malaise. La pression exercée sur ton corps a doublé. Tes oreilles et tes poumons sont un peu douloureux. C'est parce que nous avons de nombreuses poches d'air dans notre corps. Et avec la pression, ces poches rétrécissent en volume et tu peux le sentir. Mais ne t'inquiète pas, tes organes ne sont pas faits de métal. Ils sont assez flexibles pour supporter une pression encore plus grande. Ce dont tu devrais plutôt t'inquiéter à cette profondeur, c'est du requin blanc. S'il te choisit pour son dîner, ta situation sera bien plus problématique. Tu ferais donc mieux de continuer à descendre. Environ 20 mètres sous la surface, c'est là que tu auras besoin d'une lampe de poche et de bouteilles de plongée car tu vas manquer d'air. Les rayons du soleil n'atteignent presque plus cette profondeur et il fait assez sombre. Du coup, tu commences aussi à avoir froid. Et si tu mettais une combinaison thermique comme le font généralement les plongeurs ? Voilà, c'est mieux maintenant. Mais même si tu as plus chaud, tes oreilles commencent à être douloureuses. Très douloureuses. Et tes poumons ont rétréci de près de 3 fois leur taille normale. Cela peut être risqué pour un plongeur non entraîné.
Mais tu es plutôt courageux et maintenant tu te trouves déjà à 30 mètres de profondeur. Seuls les plongeurs professionnels vont jusque-là sans équipement. La pression ici est 3 fois plus élevée qu'à la surface. Tu sens quelque chose de bizarre dans ton corps, une sensation inédite pour toi. Et c'est à cause de ta bouteille de plongée. L'air comprimé à l'intérieur est principalement composé d'azote, 78%, et d'oxygène, environ 21%. Mais à cette profondeur, l'azote devient un peu toxique. Il peut te faire des choses étranges. Par exemple, tu peux oublier que tu es sous l'eau et enlever ton masque à oxygène. Mais si tu prends des bouteilles contenant davantage d'oxygène, le vertige et les autres sensations qui l'accompagnent passeront. 60 mètres sous la surface, la pression y est 7 fois plus élevée que sur la terre ferme. Maintenant, même l'oxygène devient dangereux pour toi. Tu dois respirer un gaz contenant de l'hélium. Une chute brutale à une profondeur de 214 mètres. Ce niveau est le record mondial de plongée en apnée. Herbert Nietzsche a un jour réussi à atteindre cette profondeur sans équipement ni bouteille de plongée. À cette occasion, on lui a décerné le titre de l'homme le plus profond de la Terre. En 2012, il a essayé de battre son propre record et a plongé à une profondeur de 253 mètres. Mais cela ne s'est pas bien terminé et il a eu des problèmes de santé. Mais même si tu avais suivi un entraînement pour retenir ta respiration aussi longtemps, tu aurais quelques petits problèmes. À cette profondeur, tu dois recommencer à regarder autour de toi parce que la circulation peut être très dense. Tu te trouves sur le chemin des sous-marins et tu risques d'en croiser un d'un peu trop près. Encore quelques mètres et tu auras atteint la limite moyenne de tolérance pour le corps humain. Mais une expérience en laboratoire a démontré que nous sommes capables de résister à une pression encore plus grande. L'expérience se déroulait ainsi. Un plongeur entrait dans un caisson spécial de la taille d'une pièce. Les chercheurs y ont simulé une pression comparable à celle que l'on trouve en plongée profonde. De cette façon, ils découvrirent qu'une personne entraînée pouvait tolérer une pression similaire à celle qui règne à une profondeur de 500 mètres. Mais le plongeur n'a pas pu juste sortir du caisson et agir normalement une fois l'expérience terminée. À haute pression, l'azote, l'hélium et d'autres gaz s'accumulent dans le corps. Et si l'on revient à une pression normale d'un coup, ces gaz forment des bulles. Les conséquences sont extrêmement désagréables. C'est le moins que l'on puisse dire. Tu dois donc faire une ascension graduelle à partir de cette profondeur. De cette façon, les gaz peuvent quitter ton corps de façon naturelle. Parfois, la descente ne dure que quelques minutes, mais la remontée s'étend sur plusieurs heures. La sécurité passe avant tout. Bon, maintenant, tu dois mettre une combinaison spéciale, sinon tu ne pourras pas plonger plus profondément. Elle peut te protéger jusqu'à une profondeur de 700 mètres. La combinaison est étanche et la pression à l'intérieur est exactement la même qu'à la surface. Mais bientôt, cette protection ne te suffira plus. Tu auras besoin d'autre chose pour continuer ta descente. Et c'est le sous-marin Triton 6600. Maintenant que tu es assis à l'intérieur d'une grande machine en fer, tu as l'impression de conduire une voiture. Sauf que ce véhicule vaut 5,5 millions de dollars. Tu ne voudrais pas l'abîmer, n'est-ce pas? Alors, fais attention. Tu as atteint une profondeur de 2010 mètres. Ne songe même pas à sortir du sous-marin. La pression y est 200 fois plus élevée qu'à la surface. Ton corps ne survivrait pas dans ces conditions. Il reste encore près de 9150 mètres avant d'atteindre le fond de la fosse des Mariannes. Si tu t'y téléportais, une énorme colonne d'eau d'environ 11 km de haut t'écraserait de toute sa force. Ta petite visite se terminerait avant même d'avoir commencé. Même un sous-marin pressurisé ne peut résister à ce genre de force. Les grosses machines en métal y éclatent comme des ballons. Jusqu'à présent, nous n'explorons le fond de la fosse des Mariannes qu'à l'aide de robots et de drones. L'une de ces machines s'appelle Nereus. Il s'agit d'un véhicule sous-marin autonome construit spécialement pour la plongée sous-marine. Il peut résister à une pression 1000 fois supérieure à celle qu'on trouve à la surface et atteindre une profondeur de près de 11 000 mètres. En mai 2009, Nereus est arrivé au fond du Challenger Deep, le point le plus profond connu sur notre planète. Grâce à cette machine et à ces 2 caméras, nous avons pu découvrir ce qui se passait dans cet abîme. Mais des humains sont également descendus jusqu'au Challenger Deep. En 1960, le bathyscaphe Trieste y a touché le plancher océanique. Le vaisseau transportait 2 membres d'équipage. Malheureusement, ils ne pouvaient pas bien voir ce qui les entourait. Il n'y avait qu'une petite fenêtre dans le bathyscaphe. Il fallait que la structure du vaisseau soit très solide. Pour résister à cette incroyable pression, les parois de fer du bathyscaphe faisaient 13 cm d'épaisseur. Mais quand les explorateurs ont atteint le fond de l'océan dans le Challenger Deep, une des vitres de leur fenêtre s'est fissurée. Heureusement, le vaisseau a quand même pu passer environ 20 minutes à cette profondeur avant de remonter à la surface.
Mais certaines créatures sont capables de vivre dans de telles conditions. La limace de mer des Mariannes, par exemple, vit à une profondeur de 7300 mètres. Même le fond de la fosse des Mariannes est habité. Des bactéries et des virus y vivent. Ils sont habitués aux basses températures et aux hautes pressions. Et leur nourriture est constituée de toutes sortes de matières organiques qui tombent au fond de l'océan. Les gens aussi pourraient survivre dans des conditions extrêmes, par exemple dans l'espace. Le vide y règne. Contrairement à ce que l'on croit généralement, il n'y fait pas froid, et c'est un environnement moins dense que l'air ou que l'eau. Pour cette raison, tu n'y perdrais ta chaleur corporelle que très lentement. Mais tu peux faire une expérience, normalement l'eau bout à 100 degrés Celsius. Imagine ceci, tu places un verre d'eau dans un caisson spécial et tu réduis progressivement la pression. Plus elle est basse, plus basse sera la température à laquelle l'eau doit bouillir. Tu es composé à 70% d'eau, et comme l'espace est un vide presque absolu, la pression y est extrêmement basse, proche de zéro. Maintenant, songe à ce qui arrivera à ton sang très liquide. Je te laisse imaginer les conséquences. De plus, tes organes internes gagneraient en volume. Mais ce ne serait pas un problème. Tes tissus sont flexibles et peuvent tolérer une telle expérience. Ton plus grand problème serait le manque d'oxygène. Sans air, tu perdrais rapidement connaissance. Quoi qu'il en soit, si les secours parvenaient jusqu'à toi en moins de 2 minutes, tu t'en sortirais. Mais il existe des organismes qui peuvent survivre dans ces conditions. Une espèce de bactérie a vécu dans l'espace près de la Station spatiale internationale pendant 3 ans. Le vide et le manque d'oxygène ne dérangent pas ces créatures. Elles ont même réussi à survivre à un fort rayonnement solaire. Elles méritent vraiment le titre de bactéries les plus résistantes du monde. Jupiter, la planète qui tourne le plus vite de notre système solaire, où le jour ne dure que 10 heures. La plus grosse planète de notre système solaire, une géante gazeuse 300 fois plus massive que la Terre. Elle a des anneaux de poussière et des bandes colorées qui s'étendent à sa surface, qui sont en fait des gaz. Et puis, il y a la grande tache rouge. Une tempête massive qui fait rage, un énorme ouragan 2 à 3 fois plus large que la Terre entière. Cette tempête est aussi incroyablement profonde et s'enfonce à 480 km dans l'atmosphère de Jupiter. C'est 40 fois plus profond que la fosse des Mariannes, le point océanique le plus profond de la Terre, et c'est bien plus que ce que les scientifiques avaient d'abord estimé. Les chercheurs spéculent sur la grande tache rouge depuis des centaines d'années déjà. Cette tempête tourne autour de Jupiter dans son hémisphère sud. Au centre de cette tempête géante en rotation, les vents sont relativement calmes. Sur les bords, en revanche, leur vitesse peut atteindre 680 km/h. C'est au moins 2 fois plus rapide que les ouragans les plus puissants de notre planète, qui filent plutôt à 280 km/h. Lorsqu'un ouragan se forme sur Terre, il s'emballe au début, mais tôt ou tard se met à ralentir jusqu'à se décomposer en arrivant sur la terre ferme. Jupiter a un ciel haut de 70 km. Il y a des couches de nuages sous lesquelles les scientifiques pensent qu'il se trouve un océan d'hydrogène liquide. Le noyau de la planète est censé se trouver juste sous cet océan, mais nous ne sommes pas certains de connaître sa composition exacte. D'après ce que nous savons, Jupiter est un monde gazeux, donc dépourvu de surface solide, qui pourrait arrêter la tempête. C'est pourquoi la tâche continue de faire rage encore et encore. Les scientifiques ont réalisé que la tempête change constamment de taille. Comparée aux données de 1850, elle est plutôt en train de rétrécir en ce moment. La grande tache rouge faisait autrefois 3 fois la taille de la Terre. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas grandi. Mais alors qu'elle rétrécit, la tempête s'élève et change de couleur pour prendre une teinte orange intense, probablement à cause des réactions chimiques qui s'y produisent. De la nouvelle matière remonte du fond de la tempête. La grande tache rouge pourrait continuer à réduire et finir par disparaître dans les 10 à 20 prochaines années. Mais une autre tempête similaire pourrait apparaître ailleurs sur Jupiter si la grande tache rouge venait à disparaître. Cette tempête peut sembler très profonde, mais elle l'est toujours moins que les gigantesques jets de vent qui font rage autour d'elle et la rendent plus puissante encore. Les bandes de vent de Jupiter descendent jusqu'à 3200 km sous le sommet de ces nuages. Jupiter est principalement connu pour les conditions extrêmement venteuses des parties supérieures et inférieures de son atmosphère. La partie intermédiaire s'appelle la stratosphère et nous n'avions aucune idée de ce qui s'y passait jusqu'à récemment. Les scientifiques mesurent généralement la force du vent en observant les nuages et il n'y a pas de nuages dans la stratosphère. Mais lorsqu'une comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter en 1994, les scientifiques ont eu l'occasion d'étudier la structure et la composition de la comète et ses effets sur l'atmosphère de Jupiter. Ils ont découvert des vents incroyablement forts dans la stratosphère avec des vitesses allant
allant jusqu'à 1450 km/h. Jupiter n'est pas la seule planète de notre système solaire à avoir une météo capricieuse. Mars a les plus grandes tempêtes de poussière parmi les 8 planètes. Lorsqu'une telle tempête fait rage, on dirait qu'elle crée une couverture sur toute la planète qui reste des mois. L'une des théories qui tente d'expliquer pourquoi les tempêtes de poussière sont si importantes sur Mars stipule que les particules de poussière en suspension dans l'air absorbent la lumière du Soleil et réchauffent l'atmosphère de la planète. Cela crée des poches d'air chaud, celles-ci commencent à s'écouler vers des zones plus froides, générant alors des vents. Ces vents soulèvent la poussière du sol, ce qui réchauffe l'atmosphère, rend les vents plus forts et soulève davantage de poussière. Mars a généralement une atmosphère très fine, principalement constituée de dioxyde de carbone, et les volumes des gaz de l'atmosphère martienne représentent moins de 1% de celui de notre planète. Autrefois, Mars était considérablement plus humide et plus chaude qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cela signifie que son atmosphère était beaucoup plus épaisse. Elle a créé un fort effet de serre et a piégé la lumière du Soleil. Mars a également possédé un champ magnétique assez résistant, tout comme sur Terre. Le champ magnétique de Mars a été créé par des courants de métaux fondus dans son noyau. Mais contrairement à notre planète, l'intérieur de Mars s'est suffisamment refroidi pour désactiver son champ magnétique. Sans lui, elle n'était plus protégée du vent solaire, ce puissant flux de particules qui s'écoule de notre étoile. Il n'a fallu que quelques centaines de millions d'années, ce qui est peu dans le référentiel spatial, pour que le vent solaire dépouille Mars de la majeure partie de son atmosphère. Cela a été rapide parce que le Soleil tournait beaucoup plus vite à ses débuts, si bien que le vent solaire était plus puissant et plus énergique. Et c'est ainsi que Mars est passé d'une planète au climat chaud et humide aux rochers froids et secs qu'elle est aujourd'hui. Mars possède aussi des glaciers intéressants. Ils sont à sa surface depuis des centaines de millions d'années et peuvent nous révéler des secrets sur le passé de la planète. Par exemple, c'est ainsi que nous avons découvert que Mars a connu 6 à 20 périodes glaciaires distinctes au cours des 300 à 800 millions d'années passées. Les satellites ont pris près de 60 000 images de roches de différentes tailles. Elles étaient réparties au hasard sur l'ensemble de la planète. Si Mars avait connu une seule et longue période glaciaire, on aurait trouvé une progression de roches, des plus grandes aux plus petites, car elles s'érodent au fil du temps. Mais les roches étaient réparties en bandes claires de débris sur la surface de ces glaciers. Chaque bande marquait un flux de glace différent, ce qui signifie que chacun d'entre eux s'est formé pendant une période glaciaire différente. Ces glaciers sont comme des capsules temporelles, car ils peuvent avoir toutes sortes de gaz, de roches ou même de microbes piégés à l'intérieur. Cela signifie qu'ils pourraient nous aider à comprendre les changements du climat de Mars et nous dire s'il y avait autrefois une forme de vie sur la planète rouge. En plus, nous n'avons pas besoin de forer profondément sous la croûte pour le découvrir. Tout se trouve à la surface. Si tu pouvais remonter dans le temps, mettons de 4 milliards d'années et visiter la planète rouge, tu verrais probablement des scènes chaotiques d'inondations. Les scientifiques pensent que ces méga-inondations se sont produites à cause d'un énorme impact météoritique. À cause de la chaleur dégagée par cet impact, la glace à la surface de la planète a commencé à fondre. Ces inondations ont sculpté de grandes ondulations et des vagues dans la roche sédimentaire dont certaines formations font plus de 9 mètres de haut et sont espacées d'environ 135 mètres. Saturne a aussi des conditions météorologiques uniques. Les éclairs qui la frappent peuvent être 10 000 fois plus puissants que ceux que nous avons sur Terre. Le vaisseau spatial Cassini de la NASA était en orbite autour de Saturne de 2004 à 2017. Il a enregistré des éclairs si forts et si intenses qu'on pouvait les voir même en plein jour. Cassini a aussi enregistré les sons de ces orages intenses déchargés dans l'atmosphère de la planète. De temps en temps, Saturne a des tempêtes géantes qui traversent sa surface sur plus de 305 000 km. Elles encerclent presque toute la planète. Sur le pôle nord de Saturne, il y a un énorme hexagone de nuages. C'est un tourbillon de forme assez inhabituelle qui circule à des centaines de kilomètres au-dessus des nuages et s'étend profondément dans la planète. Mais Saturne a aussi un côté paisible. Tout comme Jupiter, Uranus et Neptune, elle a de temps en temps de belles aurores boréales. Les 4 planètes ont une atmosphère dominée par l'hydrogène. C'est pourquoi tu ne peux percevoir ces aurores que dans les longueurs d'onde ultraviolettes. Ces aurores boréales sont particulièrement brillantes au crépuscule et juste avant minuit. Vénus a une tempête géante qui tourbillonne dans l'atmosphère à son pôle sud. Le tourbillon est aussi grand que l'Europe et il est probablement là depuis très longtemps. L'atmosphère de Vénus se déplace 60 fois plus vite que la rotation de la planète. Vénus est aussi la planète la plus chaude de notre système solaire. Et même la pluie n'apporte aucun soulagement, car elle est composée d'acide sulfurique, qui tombe des nuages et s'évapore avant même d'atteindre le sol. Le Soleil a aussi ses propres colères explosives, sous la forme de puissantes tempêtes solaires. Elles engendrent de fortes radiations et des particules de poussière qui peuvent causer de graves dommages aux satellites qui traquent l'activité de l'astre pour nous avertir en cas de problème.
De temps en temps, une tempête solaire démentielle peut nous prendre au dépourvu. Il y a environ 160 ans, une forte éruption solaire a causé de graves problèmes dans les communications télégraphiques mondiales. Il y a environ 30 ans, une éruption solaire a laissé 6 millions de personnes sans électricité pendant 9 heures. Selon une théorie, une forte activité solaire pourrait avoir causé le naufrage du Titanic. Cela s'est produit la même nuit qu'un fascinant spectacle d'aurore boréale. Certains pensent qu'une tempête solaire a peut-être perturbé les systèmes de communication et de navigation du navire, donnant lieu à l'un des plus grands mystères non résolus de tous les temps. La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond et probablement le plus mystérieux de la planète. Quoi que cela veuille dire. Des créatures bizarres telles que le poisson pêcheur des profondeurs, le requin lutin et l'exanquiforme, le poisson fantôme ou encore le poisson hachette vivent dans une fosse en forme de croissant dans le Pacifique occidental. 3 personnes seulement sont descendues au fond à bord du Challenger Deep à l'extrémité sud de la fosse des Mariannes. Ici, à une profondeur de près de 3350 mètres, des cheminées laissent échapper du dioxyde de carbone et du soufre liquide. Les volcans de boue entrent en éruption sous une pression 1000 fois supérieure à celle de la surface. Et donc, ce n'est pas un endroit où j'ai envie d'aller, alors au revoir. Retourne là-dedans. D'accord, puisque tu as cliqué, oui, tu es sur le point de visiter des endroits tout aussi mystérieux et effrayants que la fosse des Mariannes. Ton premier arrêt est le Mexique, la péninsule du Yucatan pour être précis. Tu vois ces gouffres sans fond remplis d'eau cristalline? C'est de l'eau de source qui recouvre de l'eau salée provenant de la mer. Ces gouffres sont appelés cénotes. Les Mayas prenaient ces puits naturels pour les portes d'un monde souterrain. Des milliers de cénotes, créés par l'effondrement de la roche calcaire, forment l'un des plus longs systèmes de grottes sous-marines du monde. Tu peux facilement te perdre dans ce réseau enchevêtré et mystique. Bon, il est temps de visiter les Caraïbes. Là-bas, tu devras descendre à une profondeur de près de 2000 mètres pour voir le champ hydrothermal de Van Damme. Les cheminées hydrothermales projettent des jets d'eau boueuse et brûlante dont la température atteint 204 degrés Celsius. C'est presque assez pour cuire une pizza. Ces monticules sont faits de talc, une substance que l'on trouve dans la poudre pour bébé. Le champ hydrothermal de Van Damme est une oasis pour d'étranges espèces. L'une d'entre elles est une sorte d'inquiétante crevette sans yeux. À la place, elles sont équipées de plaques de cellules photosensibles sur leur dos. Cette fois, pas besoin de voyager très loin. Le prochain mystère sur ta liste se trouve aussi dans les Caraïbes. Juste au large des côtes du Belize, il y a un gouffre géant. Il est aussi bleu. Oui, c'est le Grand Trou Bleu. Ce truc fait environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Il y a très longtemps, c'était une grotte, jusqu'à ce que la montée des eaux la remplisse et la fasse s'effondrer sur elle-même. Plus tu descends dans les eaux cristallines du Grand Trou, plus il devient sombre. Tu verras des tonnes de grottes remplies de stalactites, mais n'essaie surtout pas d'y entrer, à moins que tu veuilles te perdre. Une fois que tu as atteint une profondeur de 15 mètres, tu vois l'eau scintiller. C'est la ligne invisible qui sépare la partie supérieure salée du gouffre de l'abîme d'eau douce. Il est temps de sortir de là, qui sait ce que tu pourrais rencontrer dans les profondeurs obscures. Ta prochaine destination est au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Près de 500 sources de bulles de méthane ont été découvertes à cet endroit il y a plusieurs années. À cause de ces bulles, les cheminées ont reçu le nom d'écoulement de champagne. C'est vrai que ça sonne mieux que spa de paix. Les scientifiques restent perplexes face à ce phénomène. D'où vient le méthane? De vaches sous-marines? Pourquoi sa température est-elle plus élevée que celle de l'océan qui l'entoure? Et surtout, que se passerait-il si tu réussissais à allumer une allumette quelque part près d'une grande bulle? Le méthane est un gaz hautement inflammable, et mettre le feu à une bulle de méthane, eh bien, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, tu pars pour l'Islande. L'objectif est de plonger dans Silfra, une fissure remplie d'eau pure de glacier. Cette fissure de 63 mètres de profondeur est le seul endroit sous-marin de la planète où tu peux toucher 2 continents en même temps. Plus on s'enfonce, plus l'obscurité règne. Le paysage rocheux a l'air de venir d'un autre monde. Les plongeurs qui osent visiter cet endroit incroyable risquent de voir leur équipement gelé, de souffrir d'hypothermie ou de ne pas survivre du tout. Après tout, la température de l'eau dans la fissure de Silfra est d'environ 2 degrés Celsius toute l'année. Brrr. Ta prochaine destination est l'Écosse. Ok, prépare les cornemuses.
Si tu plonges dans le golfe de Corryvreckan, un détroit entre deux îles, tu verras d'énormes rochers sous-marins et des creux profonds. Ils créent le troisième plus grand tourbillon permanent de la planète, le détroit de Corryvreckan. L'eau se déplace dans le détroit à une vitesse incroyable. Elle heurte les rochers sous-marins et le tout ressemble à une marmite d'eau bouillante. Les vagues produites dans le processus atteignent parfois une hauteur de 5 mètres et on peut toujours entendre le tourbillon qui gronde à 16 km à la ronde. On pense que le détroit de Corryvreckan a avalé des dizaines de marins au cours des siècles. Ils ont été pris au dépourvu par la férocité de ce phénomène naturel qui les a entraînés sous l'eau en un clin d'œil. Ok, assez avec les cornemuses. Tes aventures deviennent de plus en plus extrêmes. Tu te diriges vers l'Antarctique. Là-bas, dans l'océan austral, tu trouveras la plateforme de glace de la mer de Ross. Elle a à peu près la taille de l'Espagne et l'océan en dessous contient autant d'eau que la mer du Nord. Un jour, des scientifiques ont foré jusqu'au fond de cet énorme morceau de glace. Imagine leur étonnement lorsqu'ils ont trouvé de la vie dans ces conditions extrêmes. Les chercheurs ont découvert des dizaines d'espèces mystérieuses inconnues jusqu'alors. Les plus troublantes étaient des poissons qui nageaient à l'envers et des anémones de mer retournées, suspendus dans les eaux glaciales. J'espère que les endroits bizarres à la réputation douteuse ne t'effraient pas. Ah, tu es sur le point de visiter le Triangle des Bermudes. Il s'agit d'une zone située entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, où des avions et des bateaux semblent disparaître dans les airs. Ce lieu a attiré l'attention pour la première fois en 1945. C'est alors que 5 avions de la marine américaine ont disparu pendant un entraînement. Avant que le contact radio soit perdu, le chef de vol a dit « Nous entrons dans les eaux vives, quelque chose ne tourne pas rond ». Après cela, les avions et les 14 hommes qui les pilotaient ont disparu. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'un avion de secours avec 13 personnes à bord n'est jamais revenu non plus. Certaines personnes pensent que la cité mythique de l'Atlantide se trouve au fond du triangle. Ils affirment que ses habitants utilisent des technologies extraterrestres pour couler des navires et faire tomber des avions. D'autres attribuent la faute à des phénomènes naturels rares et inconnus, par exemple des anomalies magnétiques ou des énormes poches de méthane inflammables. On recommence. Alors si un éclair enflammait une bulle de méthane géante près d'un navire ou d'un avion, cela pourrait probablement le faire couler sans laisser de traces, sauf l'odeur. Mais le méthane se trouve partout dans le monde et il ne se comporte jamais de cette façon. Certains experts ne sont pas sûrs qu'il y ait un mystère à expliquer quoi qu'il en soit. De nombreuses routes maritimes très fréquentées passent par cette zone. Pas étonnant que des navires et des avions y coulent plus que partout ailleurs. Prépare des vêtements chauds, tu pars à nouveau vers le nord. Ta destination est le cap Désolation au Groenland. Sympa comme endroit. En 2012, des chercheurs canadiens ont prélevé des échantillons d'eau dans cette zone. Et leur équipement est revenu à la surface avec des morceaux de corail accrochés dessus. C'est ainsi qu'un récif corallien d'eau froide a été découvert par hasard. Ces coraux rosés uniques peuvent facilement se passer de la lumière du soleil et vivent dans de forts courants à 914 mètres sous la surface. Un autre endroit unique à ne pas manquer se trouve entre le Groenland et la Sibérie. La dorsale de Gäkel est la partie la plus profonde et la plus éloignée du système mondial de dorsales médio-océaniques. À certains endroits, elle atteint une profondeur de plus de 5 km. Il est normal que les coins les plus sombres de ce monde sous-marin restent inexplorés. Des réactions chimiques fascinantes se déroulent au fond de la dorsale, produisant des fluides chauds riches en minéraux. Ils jaillissent des cheminées du plancher océanique comme des étudiants de première année lors d'une fête clandestine. Et comme ces cheminées sont isolées du reste de l'océan, ce sont des points chauds pour des créatures bizarres qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ton prochain arrêt est juste au large des côtes de Cuba. Colonnes circulaires, sol pavé, structures symétriques en pierre, voilà à quoi ressemble la ville sous-marine cubaine. Que s'est-il passé ici? Comment une grande ville a-t-elle sombré à une profondeur de plus de 610 mètres? Beaucoup de gens pensent que ce sont les ruines d'une civilisation depuis longtemps oubliée. Mais les scientifiques ont des doutes. Ils affirment que la cité perdue n'est rien d'autre qu'un phénomène naturel apparu il y a environ 5 millions d'années. Les structures en forme de disques et de beignets apparaissent souvent autour des zones du plancher océanique où se libèrent les gaz naturels. Encore et toujours ces gaz. Lorsque tu viens visiter la mer des Sargasses au milieu de l'océan Atlantique Nord, tu ne trouves pas ses côtes. Au lieu de cela, elle est entourée de puissants courants océaniques.
Ce sont ces mêmes courants qui transforment la mer en une gigantesque formation d'algues brunes et denses. Au XIXe siècle, un navire français a été découvert dans la mer des Sargasses. Ses voiles étaient déployées, mais il n'y avait pas un seul membre d'équipage à bord. Cette disparition mystérieuse a longtemps laissé penser que ces algues étaient carnivores. La mer des Sargasses est en effet un endroit étrange. Elle est toujours étrangement calme et anormalement chaude, bien qu'elle soit entourée par les eaux glacées de l'océan Atlantique. Est-ce que l'un de ces endroits bizarres pourrait abriter le plus grand prédateur marin de tous les temps, le mégalodon? Les dents de ce requin géant, dont certaines sont plus grandes que la main d'un homme adulte, ont été retrouvées à peu près partout dans le monde. Mais comme ces créatures préféraient les eaux chaudes et peu profondes, elles vivaient le long des côtes de tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. En d'autres termes, ce serait une perte de temps de chercher le prédateur géant dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, au Groenland ou dans les cénotes mexicains. Mais alors, pourrait-il choisir les eaux des Caraïbes pour se cacher de l'agitation du monde moderne? Ne te fais pas d'illusions, rien ne prouve à ce jour l'existence du mégalodon. Ce n'était pas un animal timide et insaisissable. Et toujours est-il que personne n'a vu ce requin géant rôder dans les parages récemment, pas même près des spas de paix.